À Ségou, un concours entre les jeunes artistes en peinture, photo, tresse traditionnelle et musique pour promouvoir les expressions artistiques et culturelles. C'est le sujet du dossier culture de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de rester sur l'ORTM et bienvenue au journal. Ouverture cet après-midi à Johannesburg, en Afrique du Sud, de la 25e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine. L'ordre du jour portait sur les questions migratoires, la xénophobie, la bonne gouvernance ou encore le changement climatique. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette session. Parmi ces chefs d'État, donc le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a salué le choix du thème qui s'intitule « Année de l'autonomisation et du développement des femmes vers l'agenda de l'Afrique à l'horizon 2063. Nous reviendrons sur cet élément dans ce journal ou dans nos éditions de demain. En marge donc du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les premières dames ont tenu ce dimanche le huis clos de la 15e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. À l'ordre du jour, la présentation des rapports d'activité et financiers de l'OPDAS ou encore l'élection de la présidente, de la vice-présidente et des membres du comité directeur. Au terme des votes, Keïta Aminata Maïga et ses sœurs ont élu la première dame du Ghana, présidente de l'OPDAS. La vice-présidente sera la vice-présidence sera assurée par la première dame du Malawi. Le compte rendu de la session avec nos envoyés spéciaux Ndéhi Sissoko et Ali Touré. La première dame du Ghana, Lordina Mahama, habillée en vert, est la nouvelle présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, OPDAS. Et la vice-présidente est la première dame du Malawi, Gertrude Mutharika, ici à ses côtés pour les 2 prochaines années. Toutes deux ont reçu les félicitations de la première dame, Keïta Aminata Maïga. Lordina Mahama succède ainsi à la première dame du Tchad, Enda Déby Itno. L'élection s'est tenue pendant le huis clos de la 15e Assemblée générale ordinaire de l'OPDAS en marge de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui se tient à Johannesburg. Au cours de ce huis clos, outre l'élection de la présidente, de la vice-présidente et des membres du comité directeur, l'Assemblée de l'OPDAS a amendé et adopté les recommandations issues de la session précédente ainsi que les rapports d'activité et financiers de l'organisation. Pour cette 15e Assemblée générale ordinaire, les premières dames ont choisi pour thème le renforcement des partenariats pour mettre fin au sida d'ici 2030 et l'autonomisation des femmes pour assurer leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs. Il s'agira donc de mobiliser plus de ressources pour l'éducation afin de favoriser l'autonomisation des femmes et des filles et entreprendre des actions visant à protéger les droits des femmes et des filles en mettant fin au mariage précoce, entre autres. Keïta Aminata Maïga et ses sœurs se retrouveront ce lundi 15 juin au cours d'une plénière avec au programme le lancement du répertoire 2015 de l'organisation. Elles auront également à apprécier les différentes activités menées par chacune d'elles à travers la projection de vidéos avant la lecture du communiqué final. Offrir aux populations maliennes une justice saine et équitable dans le plus grand professionnalisme, telle est l'ambition du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dans sa nouvelle vision. Il organise depuis ce dimanche une retraite à l'hôtel du cinquantenaire de Sikasso, une retraite sur les leviers d'action pour un système judiciaire performant. La rencontre première du genre regroupe la grande famille judiciaire. Les partenaires de la justice est donc placé sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Mohamedou Diarra, compte rendu de Sékou Konaté. Sujette à de nombreuses critiques et interrogations de la part des populations, la justice malienne se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. D'où la nécessité de cette rencontre qui doit se pencher sur les leviers d'action pour un système judiciaire performant. Il ne s'agit pas d'une nouvelle réforme, ne nous trompons pas. Nous avons le programme décennal de développement de la justice. Une étude a posé les éléments d'un diagnostic assez complet, un diagnostic assez fin, un diagnostic assez structuré. C'est à la lumière de ce diagnostic et du contexte nouveau décrit que nous avons pensé et confirmé qu'il était important que nous trouvons la réponse immédiate et idoine à des problèmes vitaux qui handicapent
la bonne marche de notre système judiciaire, qui l'empêche de fonctionner effectivement. Il s'agira donc au cours de cette retraite pour la grande famille judiciaire d'engager la réflexion sur les grands sujets de l'heure et qui minent le bon fonctionnement de la justice. Après l'identification des problèmes que vous connaissez tous du reste, mieux que moi, les dysfonctionnements, les lenteurs, les lourdeurs, j'en passe. Une fois identifiés, de proposer les solutions qui nous permettent de les résoudre ici et maintenant, de pouvoir les résoudre tout de suite, de manière à ce que la machine judiciaire soit mise en état de capacité réelle à exercer les missions actuelles qui lui sont dévolues. Le président de la Cour suprême et le gouverneur de la région de Sikasso de saluer cette démarche du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui veut redonner à la justice malienne toute sa place dans l'édification d'une société juste et démocratique. La retraite de Sikasso, qui dure 2 jours, bénéficie du soutien de plusieurs partenaires techniques et financiers et doit déboucher sur un programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire. Les associations pour le Mali ont organisé une grande rencontre dans le village de Douba, une rencontre d'échange sur les litiges fonciers avec les populations des villages de Tiéné, Tandiana et Douba. L'APM a saisi l'occasion pour demander aux acteurs chargés de la question de prendre toutes leurs responsabilités face à la question. Bidikone. Dans un pays en crise, aucun effort ne doit être de trop pour sensibiliser la population. C'est ce qu'ont compris les associations pour le Mali, APM, en organisant cette grande rencontre dans le village de Douba, localité située à 40 km de Bamako. Objectif, débattre des questions relatives aux litiges fonciers dans la commune. Ils ont d'énormes problèmes fonciers et comme ils le disent, l'accaparement de leurs terres est à un niveau on ne peut plus inquiétant pour eux. Donc, ils ont besoin d'entendre des voix autorisées, des voix officielles sur cette question et de savoir que le gouvernement a pris conscience de l'ampleur du phénomène et qu'il ne ménagera nullement ses efforts pour arriver à un règlement de cette situation qui est structurée en quelque sorte par le besoin de justice sociale dans ce pays. Le ministre Mohamed Ali Bachili, président de l'APM, rassure par rapport aux fonciers. Ce qui est important et que j'aimerais qu'on comprenne, si les conditions d'émission du titre foncier sont violées par l'administration ou les agents qui représentent l'administration, le titre foncier est inexistant car la loi ne peut conférer de force à un acte fait en violation de la loi. Et lorsque l'administration s'en aperçoit, l'annulation de cet acte est de plein droit à tout moment, c'est ça la loi. Avant de quitter Douba, la délégation des associations pour le Mali APM a rendu une visite aux notabilités du village. L'association Action Solidarité Faléa 21 a organisé samedi une journée de concertation et de réflexion sur l'uranium et la radioactivité. Cette rencontre est organisée à l'intention de la Commission de l'eau et de l'énergie de l'Assemblée nationale. Elle vise à attirer l'attention des députés sur les enjeux environnementaux, sanitaires et de développement local induits par les projets uranifères dans la commune de Faléa. Le reportage de Mohamed Ould Mamouni. La commune de Faléa, dans le cercle de Kinyeba, est une zone minière par excellence. Selon l'association Action Solidarité Faléa 21, l'uranium sera bientôt exploité dans la commune. Soucieuse donc des effets et impacts des projets de mines d'uranium sur les activités économiques et le tissu social, elle a organisé une rencontre avec les députés. Au dire de Nouhoum Keïta, le coordinateur du projet renforcement des capacités des élus de la commune de Faléa, le but est de partager l'information avec les députés. Nous sommes allés rencontrer la commission des mines de l'Assemblée nationale qui a soutenu notre initiative et qui a sollicité que nous organisions une session de formation à leur intention afin donc de leur donner l'information scientifique. Une information qui les permet non seulement de comprendre la question de l'uranium, mais aussi de se doter de moyens et d'instruments
pour pouvoir donc mener le travail de lobbying afin d'introduire la question de l'uranium dans le code minier. Le panel, constitué des responsables de l'association ASFA 21 et ses partenaires, a longtemps expliqué les enjeux de l'exploitation de l'uranium dans la commune de Faléa. Une projection sur l'exploitation de l'uranium a permis aux participants d'être mieux édifiés. Cette initiative bénéficie de l'accompagnement de la Fondation Rosa Luxembourg. C'est partie de notre axe de travail, en fait, l'exploitation de l'uranium ainsi que le pillage des ressources, en fait. Et nous avons vu quand même avec le cas du Niger ou bien du Gabon aussi, l'aspect environnemental n'a pas été tenu en compte, en fait. Quand on a vu l'initiative des Maliens à ce niveau, donc nous avons vraiment pris l'occasion pour en profiter et essayer de les soutenir. Cette journée de concertation et de réflexion a mobilisé peu de représentants de la Commission de l'eau, de l'énergie de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi les organisateurs entendent organiser une autre rencontre plus élargie dans les jours à venir. Bamako a abrité les travaux de la rentrée annuelle du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest. Une rentrée qui avait pour thème problématique de la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Compte rendu de Youssouf Diakité. Le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest célèbre les entreprises maliennes à travers sa rentrée annuelle, occasion pour les chefs d'entreprise de dévoiler certaines contraintes auxquelles ils sont confrontés. Là, on peut citer la problématique de la fiscalité, la performance des agents, ce qui revient à la question cruciale des ressources humaines, thème débattu tout au long de la soirée. Il a été prouvé depuis très longtemps que le secteur privé est confronté à une non-satisfaction de ses besoins en ressources humaines qualifiées. Les entreprises maliennes sont obligées très souvent de faire appel à des non-nationaux dans beaucoup de secteurs. On est tous interpellés. D'abord l'État, qui doit mettre en place des écoles professionnelles le plus possible, former en bas, mais aussi avoir une culture de sous-traitance. Nous sommes des pays qui ne faisons que consommer et je crois qu'on doit apprendre à faire quelque chose chez nous, surtout quand le marché devient important. La deuxième chose, il faut interpeller les entrepreneurs eux-mêmes. D'abord, il faut qu'ils acceptent de prendre des jeunes en stage, qu'ils acceptent de les rémunérer, qu'ils leur donnent la chance d'avoir un premier emploi. Le secteur privé est un véritable pourvoyeur d'emplois. Le REAO en a fait l'illustration, mais le secteur a encore besoin de l'accompagnement des pouvoirs publics. Aujourd'hui, il est besoin que nous réfléchissions de façon globale par rapport à la formation initiale que les enfants, ou en tout cas nous donnons dans nos écoles. De plus en plus, on n'en a peut-être pas l'impression, mais l'école que nous avons n'est pas forcément adaptée à nos besoins. Le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest est présent dans 13 pays. 17% d'augmentation du nombre d'adhérents en 2014, une augmentation du chiffre d'affaires de 3%. La Caisse associative d'épargne et de crédit de Bamako maintient la cadence c'est du mois, ce qui ressort de l'Assemblée générale annuelle de l'organisation tenue ce week-end. Les assises doivent permettre aux administrateurs de statuer sur les différents rapports de l'organisation. Batraoré. La KSC Djikeseme de Bamako a l'air de la constance malgré le climat de méfiance des sociétaires et de certaines banques partenaires au cours de l'exercice 2014. On note une augmentation de 17% du sociétariat qui est passé de 5 927 à 6 960 membres en 2014. Le bilan financier de l'exercice 2014 est également en hausse avec un taux de 3%. Il se chiffre à 5,302 milliards de francs CFA en 2014 contre 5,211 milliards en 2013. La KSC de Bamako reste quand même excédentaire, quoique elle aurait pu mieux faire. Donc le fait que la conjoncture a été défavorable, ça a joué vraiment sur la qualité de nos remboursements. Cette caisse-là, elle est la toute première caisse, c'est elle qui a créé toutes les autres et elle continue toujours à remorquer l'ensemble des réseaux avec 60% de l'actif total plus revenant. Les administrateurs de la Caisse associative de Bamako ont mené plusieurs activités pour préserver cette bonne santé de leur organisation. Nous avons pu mettre un plan de recouvrement qui a été adopté. Nous avons pu également mettre en marche également le plan quinquennal stratégique pour notre caisse, qui est de 2015 à 2019. Et ce plan tient comme feuille de route pour nous, administrateurs, et pour tous les travailleurs de la KSC de Bamako. Et malgré toutes les difficultés que nous avons eues quand même, nous avons pu dégager un excédent de l'ordre de 81 millions. Même si nous n'avons pas atteint quand même nos objectifs qui étaient de l'ordre de 203 millions, je pense. Rappelons que la KSC Djikeseme œuvre pour apporter des solutions aux besoins de financement des couches de la population qui n'ont pas accès aux services des banques.
Les travaux de la 4e réunion du groupe technique sur le rapatriement volontaire des réfugiés maliens vivant au Niger ont démarré jeudi dernier à Niamey. Le secrétaire général du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, Samba Alhamdou Babi, est à la tête d'une forte délégation. Cette 4e réunion de la commission tripartite Mali-Niger-UNHCR se tient moins d'une dizaine de jours avant le 20 juin 2015, journée mondiale des réfugiés. Samba Alhamdou Babi est au micro de nos confrères de la télévision nigérienne. C'est des réunions statutaires qui ont été fixées par l'accord tripartite signé entre le Mali, le Niger et le HCR. Donc, dans les clauses de cet accord, il est dit que des rencontres périodiques doivent se passer afin de faire l'état des lieux d'avancement d'un plan de travail fixé entre les trois parties. Donc la dernière réunion a eu à Bamako en février 2015. Donc il y a des tâches des activités qui ont été confiées aux trois parties. Donc la réunion, la 4e réunion, qui est celle de ces 2 jours, était de faire l'état de mise en œuvre des activités réalisées par le Mali, le Niger et le HCR. Donc la réunion ce matin était de voir faire l'état de mise en œuvre et fixer encore un nouveau plan de travail. Donc ce plan de travail consiste à quoi? Faciliter le retour de nos compatriotes et créer les conditions pour leur réinsertion socio-économique sur place dans leurs localités respectives. Sur plus de 53 000 déplacés dans la région de Tombouctou, près de 400 sont venus à Tombouctou-Ville. Le gouverneur de la région, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu au chevet de ces déplacés composés majoritairement de femmes et d'enfants. Le gouvernement malien a manifesté sa solidarité à travers la remise de vivres et de kits de dignité. Reportage de Yeya Tandina. Ces enfants, ces femmes sont des déplacés du cercle de Gundam dus aux derniers événements dans la région. Les autorités régionales sont allées manifester la solidarité des plus hautes autorités à l'endroit de ces populations. C'est dans le quartier Abaradou à Tombouctou que le gouverneur, accompagné d'une forte délégation, a transmis le message du gouvernement malien. On fait un geste symbolique de 3 tonnes de mil, des couvertures, des nattes, des moustiquaires. Le HCR a donné des kits de dignité. Ça, c'est un premier pas. Nous allons aller nous réorganiser pour que le temps que ces populations vont faire ici, qu'elles le fassent dans la dignité et dans la quiétude. 56 ménages recensés selon les responsables en charge du développement social accueillis ainsi à Tombouctou. Et la situation au niveau de la région est aussi suivie. Nous sommes dans notre rôle d'accompagnement et d'assistance. Nous devons quand même d'accompagner les autorités de la région par rapport à leur prise en charge. C'est pourquoi aujourd'hui, sur l'initiative du gouverneur, nous avons organisé une visite et une donation symbolique pour permettre à ces personnes déplacées de pouvoir s'installer de façon digne au niveau de Tombouctou. Depuis les événements jusqu'aujourd'hui, le Nord Faguébine, nous sommes tous restés à attendre un Père Noël. Nous sommes restés 4 ans là-bas sans aucune ceinture de sécurité. Aujourd'hui, votre présence sera une solution définitive pour moi et pour les autres. Dans la région de Tombouctou, et particulièrement les cercles de Gundam et Rarous, ont enregistré plus de 53 000 déplacés. La délégation de l'UNESCO et de la Juventus de Turin, venue au Mali pour le lancement du projet appui à la réinsertion sociale des enfants soldats victimes de la crise du Nord, a été honorée d'un cocktail hier samedi. La rencontre a été organisée par le représentant de l'UNESCO au Mali, Lazare Elundou David Trezeguet. L'ancien international français fait partie de la délégation venue apporter de l'aide à plusieurs enfants victimes de la crise malienne. Compte rendu de Salimata Dao. Plusieurs personnalités étaient invitées à cette soirée organisée à l'honneur de David Trezeguet et des autres missionnaires de l'UNESCO et de Juventus. Ils sont là au Mali pour redonner le sourire aux enfants victimes de la crise du Nord à travers l'éducation, l'accompagnement psychosocial, la formation professionnelle, la culture et le sport. Ce projet vise à donner une chance, redonner l'espoir aux enfants de plusieurs régions du Mali qui ont été victimes de la crise. Redonner l'espoir pour nous à ces enfants, c'est d'abord et avant tout leur donner une éducation, un minimum d'alphabétisation pour qu'ils puissent lire, écrire et puis les guider vers une réinsertion dans la vie sociale. David Trezeguet, la star du football, représente ici le club Juventus qui finance ce projet.
Ça a été très fort ce matin quand je me suis retrouvé avec mes collègues UNESCO et Juventus de voir des enfants dans une situation très délicate. Et là je me suis dit dans ma tête aussi, on est obligé, je pense que c'est le mot obligation, d'être tous unis, être beaucoup plus concentrés sur les problèmes qui existent. Il ne faut pas oublier que l'avenir, c'est les enfants. Le ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé, Mamadou Gaoussou Diarra, a salué l'initiative qui a pour objectif le retour à la paix et la réconciliation. Nous sommes dans un processus de finalisation d'un accord de paix, mais la paix en soi est également une bataille à gagner. Et il faudrait beaucoup d'investissements humains, matériels et tout. Aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire. Et s'intéresser au capital humain, notamment les plus jeunes, les enfants, c'est s'intéresser à l'avenir. Et je me dis que Trezeguet, qui est un sportif d'élite bien connu, l'UNESCO, qui n'est pas sa première action en direction de notre pays et en faveur de la paix, qui se rejoignent et qui veulent nous accompagner, c'est nous donner vraiment encore de l'espoir et du courage pour persévérer dans le processus de paix que nous entamons actuellement dans notre pays. Une autre star du football était présente à cette soirée. Il s'agit de Salif Keita du Domingo. Les deux hommes étaient ravis de se rencontrer. Informer et sensibiliser les habitants des communes du district de Bamako à contribuer davantage à l'assainissement. C'est l'objectif que s'est assigné la direction régionale de l'assainissement. La campagne de lancement de cette journée de salubrité entrant dans le cadre de la quinzaine de l'environnement a concerné les communes 2, 4 et 5 du district de Bamako. Compte rendu de Aldjumatina. La problématique de gestion des déchets dans le district de Bamako constitue de nos jours un enjeu communal à cause de la dégradation progressive du cadre de vie. Pour inverser la situation, il faut l'implication sans faille des populations, d'où cette activité d'assainissement et de sensibilisation dans le district de Bamako. Les problèmes d'assainissement sont de nature locale. Ils se manifestent au niveau de l'habitation, du quartier et de la commune. L'assainissement est donc à la fois une responsabilité individuelle et collective. La participation et l'implication de tous s'avèrent indispensables. Initiée par la direction régionale de l'assainissement dans le cadre de la quinzaine de l'environnement, la journée de salubrité a concerné la commune 5, commune 4 et commune 2. À Sabalibougou, aussi bien qu'à Amdalaï Assi, en passant par Sans-Fil, la ferveur et l'enthousiasme animaient les différentes associations à assainir leur environnement. L'association Lakanda Blo est une association qui lutte dans le domaine de l'environnement. Elle a pour objectif d'assainir et surtout de lutter contre les déchets plastiques. Ce sont nos différents emballages que nous fabriquons pour essayer de remplacer les sachets plastiques. Ce sont des papiers conçus uniquement par un groupement de femmes. Un peu de matériel nous a manqué. Si on aura le matériel chaque mois, peut-être que chaque 15 jours, on va essayer de faire cet assainissement. Les différentes associations se disent déterminées à assainir leur quartier. Elles estiment que l'assainissement ne doit pas être considéré comme une affaire des seules collectivités. La mairie du district de Bamako a inauguré en début de week-end les travaux de voirie et de drainage en communes 1 et 4 d'une valeur de plus de 4 milliards de francs CFA. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui aux communes urbaines du Mali. La cérémonie était placée sous la présidence du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Reportage de Salimata Daou. Les travaux de voirie et de drainage en communes 1 et 4 sont terminés. Ainsi, la mairie du district de Bamako a organisé cette cérémonie pour mettre officiellement les ouvrages à la disposition des populations. La Banque mondiale a fait confiance aux collectivités pour assurer la maîtrise d'ouvrages d'investissement importants en les dotant d'outils et moyens leur permettant de remplir les obligations en la matière. Le transfert effectif des ressources pour l'investissement est une réalité dans ce projet. Ces infrastructures réalisées dans le cadre du projet d'appui aux communes urbaines du Mali sont financées par la Banque mondiale à plus de 4 milliards de francs CFA. Ces investissements faisant l'objet de la présente cérémonie, réalisée dans les communes 1 et 4 du district de Bamako, offrent des voies praticables en toute saison à environ de 47 000 personnes et permettent de protéger au moins 28 000 personnes des inondations, soit un total de 75 000 bénéficiaires.
L'entreprise de construction générale Fodé Coulibaly et CGF a présenté aux différentes délégations venues pour l'occasion ses réalisations à Lafiabougou en commune 4. Nous avons eu à intervenir en commune 4, principalement sur les rues 466 et 492, et aussi sur le collecteur P7, dont les travaux consistaient en fait aux travaux de voirie et drainage des eaux pluviales. Et sur 10 mois, nous avons quand même pu réaliser les travaux. L'essentiel reste à faire, parce qu'il faudrait d'abord que le maire et ses collaborateurs sensibilisent la population. L'ouvrage est fait pour eux, l'ouvrage est pour eux, mais il faudrait maintenant qu'ils en prennent soin. Le projet d'appui aux communes urbaines du Mali concerne les communes de Kaye, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. La commune 6 est la suivante sur la liste à être aménagée. En deuxième région, les villages de Guégouan et Tamadi, dans la commune de Madina Sako, ont bénéficié chacun d'un centre multifonctionnel d'une valeur totale de 100 millions de francs CFA. En marge de la cérémonie d'inauguration de ces infrastructures, les équipements d'irrigation financés à hauteur de 30 millions de francs CFA ont été offerts aux producteurs des cercles de Kolokani et de Banamba. Reportage de Brema Kone. Un centre multifonctionnel à Guégouan et un autre en Tamadi dans la commune de Madina Sako, ce sont là des infrastructures d'une valeur de 100 millions ici de la phase de consolidation du projet Initiative Eau et Sécurité Alimentaire ISA. Dans la même dynamique, des équipements d'irrigation financés à hauteur de 30 millions ont été offerts aux producteurs de Kolokani et de Banamba. Dans le cadre de renforcement des capacités et au-delà des formations dont vous avez bénéficié, le système californien d'irrigation a été installé dans les bas-fonds et périmètres maraîchers. Et d'autres activités seront bientôt réalisées pour vous permettre d'améliorer davantage la production agricole. Cette phase de consolidation qui prendra fin en décembre 2015 aura déjà fait tache d'huile dans l'amélioration de la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique. Le projet a mis un accent particulier sur le renforcement des capacités, la diversification des sources de revenus pour les populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Les différentes évaluations réalisées ont permis de démontrer que les populations de la zone d'intervention du projet perçoivent effectivement les changements notoires sur le plan socio-économique. Le projet ISA est une initiative de la FAO et des gouvernements maliens et espagnols. Sa phase de consolidation est financée par le Mali et l'Espagne à travers l'Agence espagnole de coopération internationale AECI. A noter que la première phase a coûté plus de 3 milliards de francs CFA au Mali et à ses partenaires. Cérémonie de lancement samedi à Tafasirga, à 110 km de Kaye, du projet de prévention de la maladie à virus Ebola et autres épidémies au sud du Mali, dans les régions frontalières avec la Guinée et le Sénégal. Elles sont au nombre de 3 communes retenues à la faveur de ce projet. Il s'agit des communes de Fégui, Falémé et Tafasirga. Objectif, contribuer au renforcement de la résilience de la population dans les régions frontalières de la Guinée et du Sénégal contre la maladie à virus Ebola et autres épidémies infectieuses. Kansoutou Kanté. Initié par Endamali avec l'appui financier de ses partenaires Caritas Allemagne et le ministère des Affaires étrangères allemand, ce projet de prévention de la maladie à virus Ebola et d'autres épidémies au sud du Mali, dans la région frontalière avec la Guinée et le Sénégal, qui va couvrir 3 communes qui constituent une zone à risque de contamination. Il s'agit de Fégui, Tafasirga et Falémé. Ce projet contribuera à coup sûr à renforcer la résilience de ces populations dans les régions frontalières à travers la sensibilisation et le renforcement des infrastructures médicales de prévention contre les maladies infectieuses. Le projet vise ainsi à appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre les maladies citées en favorisant le renforcement de la synergie d'action entre les intervenants parce qu'ils se veulent multi-acteurs. C'est donc dire que nous n'arrivons pas sur un terrain vierge et c'est pourquoi la première activité de terrain sera une étude de base qui permettra non seulement de mieux orienter les stratégies d'intervention, mais aussi de faciliter la mesure de l'atteinte des résultats attendus. Intervenant au nom de ses 2 collègues maires, Amara Doukansé a remercié les initiateurs de ce projet qui vient à point nommé selon lui. C'est vrai, il n'y a aucun cas de virus Ebola au Mali à ce jour. Toutefois, le caractère frontalier de nos 3 zones
fait d'elles des localités à risque. Une arrivée que nous saluons à sa juste valeur, car cela va permettre de renforcer les dispositifs de santé existants au niveau de nos frontières avec la Guinée et le Sénégal, considérés comme des zones à haut risque. A rappeler que ce projet qui concerne au plan national les sectes de Yanfolila, Kangaba et Kai a été financé à hauteur de 324 millions de francs CFA pour une durée d'une année. Les Nations Unies décrètent une journée internationale en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Ce sera désormais le 13 juin de chaque année. La première journée internationale de sensibilisation contre toute discrimination et violence perpétrée sur le groupe cible a été célébrée hier au Parc national de Bamako. L'initiative est organisée conjointement par la Division des droits de l'homme des Nations Unies et SOS Albinos. Compte rendu de Fadema Keita. En raison de l'apparence de leur peau, les personnes atteintes d'albinisme font souvent l'objet de croyances erronées, entraînant leur marginalisation, voire leur exclusion sociale. Les préjugés profondément enracinés chez les uns et les autres font aussi des mères et les enfants de cette couleur des personnes répudiées et victimes de discrimination, de stigmatisation et exposées à des rituels superstitieuses. C'est en vue de corriger toutes ces formes d'injustice qui les entourent que la Division des droits de l'homme des Nations Unies a décrété cette journée en leur nom. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 6870 de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale. Dans les prochaines semaines, un expert indépendant de l'ONU sera nommé pour donner une voix internationale aux préoccupations des personnes atteintes d'albinisme et contribuer à la protection de leurs droits. Pour la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, la directrice générale de SOS Albinos et la Fondation Salif Keita, nous devons tous lutter pour la promotion et la protection des droits des personnes atteintes d'albinisme. Nommé pour 3 ans, l'expert La constitution du Mali prohibe toute discrimination fondée sur la couleur. C'est en 92. Même sans être albinos, lorsqu'on ne se bat pas, on n'a pas sa place dans le monde, le concert des nations. Ce que j'ai dit aux parents d'enfants, c'est parce que c'est les parents. Il faut qu'ils aient ce courage d'aimer leurs enfants et de montrer aux autres qu'ils aiment ces enfants. Acceptons les personnes albinos comme des lucioles de la nuit. Les prestations de la troupe Toboji de Kari Bogoba Koulibaly et des artistes invités jettent déjà les bases d'une vaste campagne de sensibilisation en faveur de ceux qui sont atteints d'albinisme au Mali. Militer pour l'égalité, la dignité, la liberté et le respect de leurs droits, c'est œuvrer pour leur épanouissement. Sport football à présent mondial junior en Nouvelle-Zélande. Les Aiglons du Mali se sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition en battant l'Allemagne dans la séance des tirs au but 4-3. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité d'un but partout. Compte rendu de Aljumatina. Star qui ouvre son penalty, tir au but à 3. Après 1999, soit 16 ans, revoilà le Mali en demi-finale de Coupe du Monde junior. Pour y arriver, les Aiglons devront lier le mental au courage et au talent pour barrer la route à l'Allemagne, considérée comme le grandissime favori du tournoi. Impressionnant jusqu'à ce stade, avec 17 buts marqués en 4 rencontres, un seul encaissé, les Allemands vont légèrement dominer la première mi-temps de ces quarts de finale. Ils partent à la pause avec l'avantage grâce à l'ouverture du score des Brands à la 38e minute. Bien qu'ils soient menés, les Aiglons ne s'avouent pas vaincus. Les Allemands vont avoir l'opportunité de corser l'addition sur penalty. Le portier malien Djigui Diarra sort le grand jeu. Il redonne espoir aux siens. Un espoir qui sera finalement concrétisé à la 58e minute avec l'égalisation de Souleymane Koulibaly. 1-1, la partie est désormais débridée et équilibrée. Ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Les deux formations s'en remettent alors à la séance fatidique des tirs au but, qui sourira au nôtre qui s'impose. En demi-finale, le Mali affrontera mercredi la Serbie qui a éliminé de son côté les États-Unis 6-5 au tir au but. Une rencontre de revanche donc pour les Aiglons qui avaient été battus 2-0 par la Serbie en match d'épaule.
L'autre demi-finale mettra aux prises, toujours mercredi, le Sénégal et le Brésil. Et c'est dehors! Et c'est dehors! Le Mali est qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Monde! Stark loupe son penalty! Voilà les Aiglons qui vont donc jouer leur demi-finale mercredi à 7h30 face à la Serbie. Alduma Martina l'a rappelé dans son élément. Du football toujours éliminatoire de la CAN Gabon 2017 cette fois-ci. Hier pour son entrée en lice, le Mali a battu le Soudan du Sud 2-0 au stade du 26 mars de Yirimadio. Une victoire poussive des Aigles du Mali selon notre reporter Séragatou Sissé. Match moyen des Aigles du Mali du sélectionneur Alain Giresse à l'entame de ses éliminatoires CAN 2017 face au Soudan du Sud malgré la victoire 2-0. Les supporters déçus après l'élimination au premier tour de la CAN 2015 voulaient voir un visage luisant de leur équipe nationale. Les Aigles ont longtemps tourné en rond autour de la proie avant de piquer à la 17e minute. Cheiban Traoré trouve idéalement Modibo Maïga pour le 1-0. Le Mali aggrave ensuite la marque à la 28e minute par le défenseur central Salif Koulibaly d'une tête imparable sur un corner d'Abdou Traoré. En seconde période, les Aigles du Mali ne parviendront pas à augmenter leur capital but. Cheiban Traoré 65e et Modibo Maïga 68e minute échouent tour à tour devant le portier du Soudan du Sud. Les visiteurs écopent même d'un carton rouge à la 85e minute. Score final 2-0. C'est bien de commencer par une victoire. Ce match n'était pas facile pour une reprise de la compétition. Voilà, on cherchait nos automatismes et l'essentiel c'est d'avoir gagné et d'avoir remporté ces 3 points. Il faut c'est une bonne augure pour la suite. On a moins été en danger en seconde mi-temps qu'en première sur certaines actions. Bon, c'est toujours le cas quand vous avez le monopole du ballon, que vous produisez du jeu. Le second match des Aigles du Mali est prévu le week-end des 4, 5 et 6 septembre à Cotonou face aux écuries du Bénin. Voilà pour être plus complet dans l'autre rencontre du groupe C jouée cet après-midi à Bata. La Guinée équatoriale a été tenue en échec 1-1 par les écureuils du Bénin. Et puis le contenu de ce communiqué, c'est plutôt ces messages de félicitations de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, aux équipes nationales de football senior et junior. Message ainsi libellé ce week-end 2 de nos formations nationales de football, à savoir les Aigles du Mali et les Aiglons, engagés dans des compétitions de leur catégories respectives, ont vaillamment défendu les couleurs nationales en s'imposant brillamment face à leurs adversaires du jour. En effet, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017, les Aigles du Mali ont battu l'équipe nationale de football du Soudan du Sud dans l'après-midi du samedi 13 juin 2015 au stade du 26 mars d'Irimadio sur le score de 2-0. Ce jour, dimanche 14 juin 2015 au petit matin en Nouvelle-Zélande, notre équipe nationale de football des moins de 20 ans a livré un match épique contre une redoutable équipe allemande qu'elle a battue au terme des prolongations 1-1 et de l'épreuve des tirs au but 5-4, 4-3. Voilà, du coup, elle se qualifie avec panache pour la demi-finale de cette compétition dont le niveau cette année est particulièrement relevé. À l'une comme à l'autre des formations nationales de football, j'adresse mes chaleureuses félicitations au nom du gouvernement, des institutions de la République et au mien propre. J'exhorte nos deux représentants à persévérer dans l'effort pour que cette dynamique victorieuse soit la règle et qu'elle ouvre la voie à d'autres victoires encore plus éclatantes. J'encourage l'encadrement des deux formations nationales ainsi que le département des sports à ne ménager aucun sacrifice pour leur assurer un succès éclatant à l'issue des compétitions respectives. Au moment où notre pays se bat résolument sur tous les fronts pour gagner la bataille de la paix et reconstruire et construire avec opiniâtreté la réconciliation nationale, les victoires sportives de nos représentants engagés dans des compétitions internationales sont autant de signaux positifs qui nous indiquent que nous pouvons venir à bout de toute adversité. J'ai foi en notre capacité commune à transcender les difficultés de tous ordres qui nous assaillent, ainsi que j'ai la forte conviction que les Maliennes et les Maliens sauront toujours réaliser le sursaut national chaque fois que les intérêts vitaux de notre nation, à laquelle nous sommes très attachés, l'exigeront. Félicitations
chers enfants, et en avant pour d'autres victoires toujours plus éclatantes. C'est donc là le contenu du message de félicitations du président de la République à son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta à l'occasion des victoires des Aiglons et des Aigles pour les compétitions dans lesquelles ces deux équipes sont donc engagées. Et puis notre communiqué, cette fois-ci, message pour le ministre des Sports. Cette performance des Aiglons consacre l'excellence, le talent, mais aussi une expérience mémorable. Le ministre des Sports, au nom du président de la République, du gouvernement et du mouvement sportif national, adresse ses félicitations aux juniors pour leur victoire et leur souhaite plein succès pour la suite de la compétition. Le football et le sport malien peuvent être fiers de cette génération prometteuse. Maintenant, on va parler de hippisme. Hippisme, bien entendu, c'est Mansour qui remporte l'édition 2015 du Grand Prix de la Nation couru cet après-midi au champ hippique de Bamako. Plus de 80 chevaux ont pris part à cet événement présidé par le Premier ministre Modibo Keïta, que nous écoutons au micro de Papa Omar Diop. Les chevaux ont couru cet après-midi. Une course dédiée à la nation, au peuple du Mali. J'ai eu l'insigne honneur d'être ici cet après-midi pour porter le message du président de la République, retenu en dehors de notre pays pour participer au sommet de l'Union africaine. C'était un insigne honneur. Vous comprenez, mes premiers mots sont des mots de remerciement. Remerciement à tous les organisateurs, à la Fédération des sports équestres, à son président et à tous ses collaborateurs, à tous les sponsors, à toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui ont aidé à ce que cet événement soit une fête. Ce fut une fête, une vraie fête, une belle fête. Comment ne pas remercier avec une pointe d'émotion intense le geste dont on nous a graffié, Monsieur le Président de la République et moi-même, en nous offrant un beau symbole, un signe d'une grande importance de notre culture, le cheval. Comme vous le savez, l'amitié entre l'homme et le cheval date de très longtemps. Le cheval, par sa prestance, sa grâce, son harmonie, a contribué à rehausser la grâce, la prestance et l'avenir de l'homme. L'homme et le cheval sont intimement liés. C'est pour cette raison que cette fête est une fête belle, où l'effort a été récompensé, où une organisation parfaitement réussie a permis que nous puissions assister à une des plus grandes fêtes de cheval au Mali. Que les organisateurs en soient remerciés. Et nous avons vu également les artistes de grand talent, ceux qui nous ont reliés à notre culture et qui ont chanté les louanges du cheval, ceux qui ont bien entendu amélioré cet après-midi pour nous distraire mutuellement, alors que tous trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude, et cela au nom du président de la République, que j'ai l'insigne honneur de remplacer ici. Voilà, c'était donc les propos du Premier ministre Modibo Keïta au champ hippique de Bamako ce soir à l'occasion du Grand Prix de la Nation remporté par le cheval Mansour qui nous vient de Nioro du Sahel. Alors pour être plus complet sur le chapitre sport de cette édition, vous pourrez donc suivre en rediffusion le match des quarts de finale du Mondial Junior entre l'Allemagne et le Mali. Match qui a donc vu la qualification des Aiglons maliens pour les demi-finales après la page PMU ce soir. Et voilà, les initiatives privées en faveur de la promotion de la culture sont en marche. L'association de droit malien SMART et la fondation Festival sur le Niger viennent de mettre aux prises les jeunes artistes en peinture, photo, tresse traditionnelle et musique. C'était à la faveur de la 9e édition du concours Talent de la Cité à Ségou. Après les castings, les finalistes des différentes régions se sont retrouvés à Ségou. Il s'agit, à travers ce concours, de promouvoir les expressions artistiques et culturelles et de créer des effets d'émulation chez les artistes en herbe. Le dossier culture, une réalisation de Cheikh Omar Sangaré. La 9e édition du concours Talent de la Cité a primé plusieurs jeunes artistes dans divers domaines.
Il s'agit de Boubouba de Ségou en dessin d'enfant, Marie-Ange Dako de Bamako en peinture adulte, Fatoumata Koulibaly de Bamako en photographie et de Seydina Dambélé de Ségou en art numérique. Le clou de la soirée fut les prestations sur la scène qui ont vu arriver en tête Virginie Dambélé de Bamako en catégorie musique. Et Aïssata Sidibé qui défendait également les couleurs de la capitale à travers deux coiffures traditionnelles de l'ethnie Peul, Fatoumata Di et Bouhari. Ça c'est les tresses pour les jeunes filles à partir de 2 ans ou 1 an et demi jusqu'à 7 ans. Donc ces tresses-là, ça parle beaucoup de choses. C'est les femmes Peul. Je suis très contente, très heureuse. On a beaucoup travaillé, chacun était de cœur et c'est le résultat qu'on a donné après. Chez les bois, il y a les tendoro comme il y a les samawara. Pour le moment, je fais les tendoro. Les planches de la scène Ali Farka Touré de la Fondation Festival sur le Niger ont vibré au rythme de la créativité artistique. Les œuvres présentées étaient aussi riches que variées autour du thème central art et cohésion sociale. Après quelques années de crise dans le Mali, de voir de tels spectacles et les messages que les artistes ont donnés aujourd'hui, c'est tout simplement bien. Éduquer les enfants dans la beauté, c'est les éduquer à avoir une perspective positive pour l'avenir, une perspective d'espoir. Et c'est extrêmement important. Et nous avons vu une émulation saine. Le Ségou quand même a prouvé ses qualités d'espace de promotion de la culture. Je crois que d'autres régions prendront l'exemple de Ségou. Ça nous a permis de connaître, de découvrir de nouveaux talents, des talents cachés, qui a eu encore beaucoup plus d'amélioration dans la musique, l'art et dans les tresses. Des prix spéciaux ont également été offerts par la Fondation Festival sur le Niger, principal partenaire de l'événement. En tout, près de 6 millions de francs CFA ont été décernés aux lauréats de cette finale. Mais ce n'est pas tout. Nous travaillons sur le développement des carrières de ces talents-là. Donc notre premier niveau levier, c'est au niveau talent de la cité. Mais après, on les sélectionne au niveau du programme Correct Qualité. Et on travaille avec eux durant 3 ans pour les assister, les aider à comprendre ce métier et à comprendre le développement des carrières. Talent de la Cité est un concours d'art, de musique et de tresse entre les jeunes de 15 à 35 ans. Il a déjà permis de dénicher des artistes qui ont pu s'effrayer un chemin à l'image des musiciens Ben Zabo et Mariam Kone. On a enregistré un album ici à Ségou qui nous a amené en finale de découverte RFI. Et avec ça, j'ai participé au festival sur le Niger à plusieurs reprises, à des festivals en Afrique et en Europe. Donc j'ai gagné en expérience et en notoriété avec ce concours. Au départ, c'était la région de Ségou, ensuite Sikasso, Bamako. Et Mopti a été intégré l'année dernière et cette année, nous avons associé la région de Kaï. Donc les années à venir, c'est les régions de Gao, Tombouctou, Kidal qui seront associées pour donner une dimension véritablement nationale à ce concours. Le concours Talent de la Cité crée une saine émulation entre les jeunes artistes et témoigne de l'importance de l'apport des structures privées à l'industrie de la production artistique dans notre pays. Vivement la 10e édition du concours Talent de la Cité. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de la commune 5 du district de Bamako, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite le candidat dont le nom suit à se présenter demain lundi 15 juin 2015 pour l'enregistrement de son message de campagne 9h, URD Boubou Diallo.
Et puis juste après ce journal, vous pourrez suivre le message de campagne du RPM. Voilà, c'est tout pour cette édition qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et à toutes.